Donc, la première présentation, la première conférence, c'est Germain Dallaire. Donc, Germain Dallaire, qui est syndicaliste et qui est aussi de la région, qui est né ici, qui a travaillé chez Alcan. Son père a travaillé chez Alcan, lui-même a travaillé chez Alcan. Et surtout, il a écrit un livre à l'ombre d'Alcan. Donc, on a pensé commencer avec un peu d'histoire, parce que, comme je disais hier à Radio-Canada, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller. Donc, Germain Dallaire. Merci Martine Marteau. Ah, là. Merci Martine. C'est ça, on a beaucoup de stock aujourd'hui. On est 9 conférenciers en tout, en 8 heures à peu près. Déjà, on a un peu de retard. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que ça roule. Moi, c'est faire l'historique un peu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis d'où ça vient. J'ai pensé au début commencer pour réveiller un peu le monde peut-être, utiliser un mot un peu savant, un esquerre. Hein? Si on est ici aujourd'hui, c'est parce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un esquerre au niveau de... C'est des dépôts sous eau glaciaire. Il faut penser que la dernière période glaciaire a duré 100 000 ans. Puis elle a commencé à reculer il y a à peu près 20 000 ans. Puis là, ça a formé comme une marmite. Puis c'est ça qui a formé tout le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, c'est pas n'importe quoi. Hein? C'est le débit du Saguenay au printemps est comparable à celui des chutes Niagara. Okay? Le bassin hydrographique du lac Saint-Jean, c'est une superficie équivalente au Nouveau-Brunswick. C'est pas une petite affaire. Là. Fait que, c'est ça, là, j'ai pas vu mes affaires. Oui, aussi, puis à l'époque, à ce moment-là, ça, on parle du début du siècle passé, il évaluait le potentiel hydroélectrique, que le potentiel hydroélectrique du Saguenay était suffisant pour doubler la production mondiale d'aluminium. Fait que, le développement de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un peu la baie James du temps. Tu sais, c'était un immense... Puis, tu peux passer à l'autre. Michel. Bon, OK. Ça commence en 1912. En 1912, il y a des avant, à Roberval, le train arrivait à Roberval. Il arrêtait à Roberval. Puis l'hôtel Roberval était reconnu. Tu vois, sûrement plusieurs parmi vous autres qui connaissent la réputation. À ce moment-là, c'était réputé. Les riches américains venaient pêcher, chasser à l'hôtel Roberval. C'était vraiment des riches. Là, tu sais, là, c'était les plus riches. Puis parmi ces gens-là, il y avait James, le premier, James Buchanan Duke. Duke, c'était c'est Imperial Tobacco. C'est le boss d'Imperial Tobacco. Il était, on peut pas dire qu'il était riche, hein? Il y avait des, c'était le magnat du tabac aux États-Unis, là, tu sais, il était bourré d'argent. Puis lui, il y avait des poursuites anti-cartel, puis là, il fallait qu'il développe, il avait commencé à développer, à s'intéresser au développement hydroélectrique. Fait que là, lui, il organisait un voyage en train, dans un train privé, naturellement, et on peut imaginer très luxueux. Il était avec Arthur Vining Davis. Bon, tout le monde connaît Arthur Vining Davis. Arvida vient de là. Hein? C'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Fait que Arthur Vining Davis, il était président d'Alcoa. OK? Alcoa, c'était la principale, la plus grande industrie d'aluminium. L'industrie d'aluminium, à ce moment-là, était naissante. Puis, c'est ça, c'était Alcoa qui était la principale compagnie. Il y avait déjà une usine, en fait, c'était à Shawinigan, la première usine d'aluminium au début du siècle. Il était avec aussi M. Alfred, qui était président de Shawinigan and Power. Ben, à Shawinigan, c'est Shawinigan and Power qui fournissait l'électricité. Bon. Fait qu'il venait évaluer le potentiel hydroélectrique, fait que ça prenait quelqu'un de ces compagnies-là, de ce genre de compagnie-là.
Il y avait Richard B. Mellon. Richard B. Mellon, ben, vous êtes au courant aussi, là, il y a Boulevard Mellon, ça vient d'eux autres. Là. C'est la Mellon National Bank aux États-Unis. C'était une des banques sûrement les plus importantes. Puis c'est une famille richissime, hein? Richard Mellon, un de son associé principal, c'était Andrew Mellon. Andrew Mellon, là, il a été secrétaire du Trésor américain pendant 12 ans. C'est le seul Américain qui a été, c'est lui qui a le record de longévité. Il a été là de 1920 à 1932. C'était l'homme le plus puissant aux États-Unis, là, puis, dans une richesse phénoménale. Puis surtout très influent, il y avait le bras long. Puis il était avec aussi Thomas Wilson. Thomas Wilson, c'est un des premiers qui a acheté, les droits sur la chute à Caron. Fait que ça n'a pas été long que M. Doug, c'est tous des gens qui avaient l'œil pour le potentiel hydroélectrique, qui ont évalué ça. Puis ça n'a pas été long, Doug a acheté ça pour un demi-million. Bon. Ça, c'est la doctrine, on pourrait appeler. Tu sais, les États-Unis ont toujours dit, ils ont leur doctrine Monroe, qui date du début du 19e siècle. Bien, les Alcoa et l'aluminium, ils ont leur doctrine Davis. OK? Puis c'est très clair, c'est très explicite. Hein? Il nous faut trouver un pied à terre dans des régions où la houille blanche, l'eau, est abondante et peut être utilisée pour des procédés électrométallurgiques sans la concurrence constante d'une demande provenant de petites entreprises industrielles et de consommateurs domestiques qui fait renchérir l'électricité. Ça, c'est clair, merci. Tu sais. Je veux dire, on ne veut pas de concurrence. Oui. Fait qu'on ne veut pas de concurrence, puis on s'organise pour qu'il n'y en ait pas non plus. C'est même arrivé plus tard un peu qu'ils ont pu mettre en difficulté Price à l'époque. Puis s'il y avait pu, il s'en serait débarrassé parce qu'il n'aime pas la concurrence. Fait que c'était ça, c'est la doctrine Davis, puis je pense que encore aujourd'hui, si on se réunit aujourd'hui, pour parler de la question des droits électriques, c'est à cause de ce doctrine-là, tu sais. Bon, mais une fois que Doug a acheté le site, déjà, il a commencé à travailler à l'île Maligne. Okay? Ça a été, à ce moment-là, l'expropriation des terrains sur les îles Malignes. L'expropriation s'est faite sans loi l'encadrant, autrement dit, illégalement. C'est seulement en 1918 qu'ils ont passé la loi qui permettait l'expropriation. Fait que ça, là, c'est un pattern qu'on va trouver souvent en regardant l'histoire. Ils font les choses, puis après, ils passent la loi pour la permettre. Puis des fois, des années plus tard. Il faut boire un peu d'eau parce que... Il y avait... bon, on a déjà les deux protagonistes. Les deux protagonistes à ce moment-là qui étaient en action. Alexandre Taschereau, il était l'avocat de la compagnie. Puis Alexandre Taschereau, il y a sûrement des gens aussi qui connaissent ça. Il a été premier ministre du Québec à partir de 1919. OK? Puis c'est lui qui va tout régler les affaires pour Alcoa. Puis il y avait Onésime Tremblay. Onésime Tremblay, c'est un cultivateur de Saint-Jérôme à l'époque. C'était pour Métabéchouane. Quand je ne sais pas si c'est encore le cas, ça fait longtemps que je ne suis pas passé par là, mais quand on s'en va le long en allant vers Métabéchouane, en partant de Saint-Gédéon, du côté gauche, il y a des souches. Lui, c'était la terre qu'il considérait la plus importante. Il y avait des ormes absolument gigantesques, vieux, une forêt magnifique.
Puis Nazim Tremblay, c'est lui à ce moment-là déjà qui était président du comité de défense des agriculteurs. Il se battait, il défendait les droits des gens qui étaient expropriés. Puis vous allez le trouver, Nazim Tremblay, tout le long. Hein, en 1926, jusqu'à... Il est mort, je pense, à passé 90 ans, à la fin des années 40, puis il chiolait encore après Alexandre Tachereau. Fait que, ben là, vous avez sa tête, là, M. Onésime Tremblay. Il y a Denis Trottier, je ne sais pas s'il est arrivé. Denis, il est supposé venir. Denis, il a eu l'heureuse initiative, puis je pense que c'est un minimum pour cet homme-là. Et mon Dieu, 10 minutes qu'il reste. Peut-être 12. Mais c'est un homme, ils ont fait un buste. Ils ont inauguré un buste il y a 3-4 ans, je pense, à Métabetchouan, d'Onésime Tremblay. Moi, je pense que c'est un minimum, parce qu'on va le voir là, avec l'histoire. Onésime Tremblay, c'était quelqu'un d'inspirant. Quelqu'un que, tu sais, on a des héros des fois. Puis lui, c'en est un héros. Mais c'est un héros rejeté parce qu'il a perdu, hein, on veut dire. Fait que, on continue. 10 minutes, il me reste. En 1922, monsieur Duke, parce qu'il y a eu la période de la Première Guerre mondiale qui a été tranquille. En 1922, Duke, qui était propriétaire, s'est associé avec Price parce que il fallait quand même qu'il se donne un air canadien parce qu'il y a le Commonwealth. Hein? À ce moment-là, on était encore la période de l'Empire britannique. Le Commonwealth était tout puissant. Fait qu'il fallait vraiment qu'il y ait une identité canadienne. Il s'est associé avec William Price, que vous connaissez tout le monde, là, qui était le... Pâte les papiers ici, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En décembre, Tachereau, en 1922, devient premier ministre et annonce la construction du barrage d'Île-Maligne. Vous voyez le lien, il était avocat de la compagnie en 1915. Là, aujourd'hui, il est rendu premier ministre, il annonce la construction du barrage d'Île-Maligne. Bon. 1925, parce que Duke, il y avait toujours comme espoir parce que c'est bien beau d'avoir le plus grand barrage au monde, mais il faut que ça serve à quelque chose, puis il visait l'aluminium. Fait que pour l'aluminium, c'était pas évident parce que pour faire de l'aluminium, ça prend de la bauxite. Puis la bauxite était contrôlée par des pays du Commonwealth. Fait qu'il était un peu, lui, c'était pas évident pantoute de trouver de la bauxite. Fait qu'il a bien travaillé là-dessus, puis il essayait, mais finalement, il n'a jamais réussi à obtenir une concession de bauxite. Les gens du Commonwealth, ils bloquaient tout le temps les roues. Fait que finalement, en 1925, il a fait une entente de guerre lasse. Il a fait une entente avec Alcoa. Puis là, vous voyez l'entente, le 8-1 en faveur d'Alcoa. Mais ça, Duke, quand il s'en est pas remis, il est mort la même année. Il est mort à l'automne. Puis l'année suivante, ben là, c'est Alcoa qui a pris le contrôle complètement. Puis ils ont commencé la construction de l'usine d'Arvida. Bon, on arrive à la tragédie du Lac-Saint-Jean. Il y a je ne sais pas, il y a monsieur Girard, Jean-Marc Girard, qui a écrit un petit livre là-dessus. Il était supposé venir. Monsieur Girard, lui, son grand-père était cultivateur à Chambord. Il s'est levé un matin, le 24 juin 1926. Il a marché sa terre, puis il s'est rendu compte qu'il était dans l'eau. Il avait décidé de fermer les barrages, le barrage d'Île-Maligne, puis l'eau montait. C'est ça, c'est un petit roman qu'il a écrit à partir de ce qu'il a entendu, son père, son grand-père, toute l'histoire de son grand-père. C'est bien émouvant à lire. Il n'est plus disponible, mais sûrement que dans les bibliothèques, vous pouvez le trouver. Le niveau, c'est ça, ça atteint assez rapidement 15,42 15 pieds. OK?
Fait que je ne sais pas si on peut passer à l'autre, là, mais bon. Le niveau du lac, à propos du niveau du lac. Le niveau du lac, c'était l'inondation, dans le fond, il atteignait à peu près le niveau du lac du printemps. Okay, le printemps, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le lac Saint-Jean était en crue, naturellement. Puis il atteignait à peu près ces niveaux-là. Mais ça durait 2 semaines, puis c'était excessivement bénéfique. Hein? À l'époque, on appelait le lac Saint-Jean le grenier du Québec. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais moi j'ai appris quelque chose quand j'ai appris ça. Le grenier du Québec, hein? C'est pas évident quand on connaît la période de culture. Hein? Puis c'était à cause de ça. C'est à cause des crues du printemps. C'est comme le Nil. C'est des crues qui fertilisent les sols, puis c'est les parties les plus fertiles. Fait que c'était excessivement favorable pour l'agriculture. Puis, pour revenir au niveau du lac Saint-Jean, il y a une polémique autour de ça, du niveau du lac Saint-Jean, parce qu'il y a des gens... 2 minutes? Fait que, il y a une polémique parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il avait été de 23 pouces au début du siècle. Vous le voyez, oui, c'est ça. Mais toujours est-il qu'on peut s'entendre que ça, c'est le comité régional de l'environnement, puis même un ingénieur du fédéral qui a confirmé qu'il avait été 23 pouces. Le niveau avait été élevé de 23 pouces. Ça veut dire qu'à 15,7, on parlait plutôt de 19 pieds, le niveau du lac, au moment où il y a eu l'inondation. Fait que c'était énorme, hein? Fait que, c'est ça. Bon, la population trompée. Bon, ça, c'était complètement... Ça ressort bien aussi du livre de M. Girard. Il ne savait pas du tout. Les curés en chair, les notables, les députés disaient « Non, 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 on ne le montrera pas, le niveau du lac. » Il y avait, à Roberval, c'était un ministre, Morel, il disait « Non, non, il ne montrera pas plus que 7 pieds. » Pas plus que 7 pieds. C'est vraiment ça qui était dit, là. C'est ça qu'on dit au monde. Mais les gens voyaient bien qu'il y avait le bar et qu'ils trouvaient qu'il était haut. T'sais. Mais, vous savez, il faut quand même se référer à l'époque, là, je veux dire, la communication n'était pas facile, là, c'était pas, il n'y avait pas des téléphones portables. Fait que, bon, non, on revient. Parce que c'est ça, finalement, Onésime Tremblay, il était encore actif au niveau du comité des cultivateurs. Ils sont allés à Québec, puis ils ont appris que la permission, encore une fois, la permission d'élever le niveau du lac à 17,5 avait été donnée en secret. Va passer au Conseil des ministres en secret. Fait que les gens n'étaient pas au courant, ils se faisaient compter des menteries, puis ça avait déjà été légalisé. Le 21 août, imaginez-vous, il se légalise encore plus. Il annonce un avis public de la Gazette officielle qui vont faire des travaux. OK? On va passer. Bon, ben là, c'est sûr que la tragédie du lac Saint-Jean, ça a été le grand sujet de conversation pendant... le grand sujet de conversation, ça va prendre un petit peu plus de temps. Fait que, mais ça a été le grand sujet de conversation partout au Québec. Hein, c'était des centaines d'articles par mois dans les journaux, autant locaux que... Puis c'était un débat intense, là. Hein? Les gens du lac Saint-Jean étaient toujours présentés comme des réfractaires au progrès, puis des arriérés, des colons qui empêchaient le progrès. En mars 1927, Taschereau fait voter la loi Mercier. Ça, la loi Mercier, c'est la loi qui légalisait tout ça. La loi Mercier a été votée, comme vous voyez en France, sur 86 députés. Elle était tellement honteuse, les députés étaient tellement honteux, il y en a 47 qui sont engagés
pas être là. 47 sur 86. OK? Eux autres, là, ils sont sauvés. C'est quand même honteux. C'est sûrement... Moi, je ne connais pas toute l'histoire du législatif au Québec, là, mais c'est sûrement un épisode absolument... C'est honteux, là, tu sais, là, quand tu dis que tes députés, Chris, ils se sauvent. Ils vont se cacher. Tu sais, c'est... bon, la propagande, c'est sûr que c'était intense. Les députés, les gens les présentaient comme des adversaires au progrès. Le comité cultivateur disait tout le temps, nous autres, on n'est pas contre ça. On dit, on n'est pas contre l'industrie. S'ils veulent utiliser, développer un réservoir, qu'ils utilisent la péribonca. Puis là, ils vont être capables de garder ça à 7 pieds, comme disait le ministre Moreau, puis ils vont avoir leur électricité pareille. Bon, la péribonca, vous le savez, dans les années 50, l'Alcan s'est servi de ça. Il a pris leur idée, qui était bien bonne, puis ça en est servi, puis il a fait 3 barrages là-dessus. Fait que, mais sauf que à l'automne, Tachereau a fait à l'automne, ou en mai 1926, après la loi Mercier, il a fait des élections, puis il a été réélu. Le ministre Moreau a été réélu. Puis nos pauvres cultivateurs, en 1915, déjà, il avait décidé, il avait dit, nous autres, là, on ne se mêle pas de politique. C'est sale, la politique, puis on s'en mêle. Ben ça, c'est mon petit moment moralisateur, hein? La politique, t'as beau pas en faire, si t'en occupes pas, eux autres, ils s'occupent de toi. Les cultivateurs amenaient comme argument, ça c'est le grenier du Québec, vous voyez les médailles, puis je l'ai dit tantôt, c'était la partie la plus productive des terres. Les cultivateurs amenaient comme argument aussi que le barrage empêcherait, retarderait la disparition, la libération des glaces du lac Saint-Jean, donc retarderait la période de culture. Puis ça s'est vérifié. Après 1926, et j'ai les dates dans le livre, c'est en moyenne 1 semaine plus tard qu'avant. Fait que quand on connaît la brièveté de la période de culture au lac Saint-Jean, 1 semaine, c'est pas rien. L'inondation de 1928, on va vite passer là-dessus. Ça, c'est vraiment un phénomène, météorologique. Là. Il y avait eu un printemps, le printemps était tardif, il fait froid, puis tout à coup un coup de chaud, des grosses chaleurs. Fait que le niveau de l'eau du lac est monté à 25 pieds. Saint-Méthode qui est Saint-Méthode, ça revient souvent parce que Saint-Méthode, c'est une plaine, c'est la partie nord, puis Saint-Méthode, c'était rendu la moitié des maisons. La moitié des maisons, j'ai envoyé la photo. Pas clair, là, mais voyez au bout d'eau. Ça, c'est en 1928, l'inondation de 1928. Bon, l'épilogue, je vais régler ça vite, là, parce qu'en commission, ils ont créé une commission avec la loi Mercier. Puis ça a été une risée. Ça a été une risée, c'était... Là, moi, il riait du monde, c'était le boss, c'était le représentant de la compagnie qui promenait les représentants de la commission. Puis c'est lui qui les briefait, c'est lui qui réglait tout. C'était... un commissaire, par exemple, qui se vante d'avoir fait une bonne journée puisqu'il a sauvé 3000 pièces à la compagnie. Tu sais. C'était une risée, là, tu sais, là. Ils ont même fini prématurément. Ça a duré seulement 3 mois. Les indemnités, bon, je ne dirais pas des chiffres, parce que, mais c'est phénoménal, tu sais, là. Je veux dire, ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné. Ils ont eu des peanuts. Puis tout ce que la compagnie amenait, c'était bon. Puis c'est ça qui passait. Ah oui, finalement, il y en a qui sont allés en cours. Juste, 10 minutes. -5. -5, alors.
dans le négatif. Ils sont allés en cours, les cultivateurs écœurés de se faire fourrer. Puis ils ont pris un cas type qui était, naturellement, la terre d'Onésime Tremblay. À ce moment-là, c'est son fils Raoul Tremblay qui était secrétaire du comité. Ça a duré plusieurs années, c'est même allé jusqu'en Angleterre. Mais encore là, c'est la même maudite affaire. Ils se sont fait laver. Finalement, vous pouvez vous en douter, Onésime Tremblay a fini, il a fait faillite. C'est quand même un beau moment. Il a fallu qu'il vende. Il y avait un huissier, puis il vendait toutes ses propriétés. Les gens s'étaient entendus entre eux autres. Ils ont tout acheté les choses. Une pièce, une vache, une pièce. Puis après, ils ont tout pris ça, puis ils ont remis ça à Onésime Tremblay. C'est quand même un beau moment. Onésime Tremblay, pour vous dire un peu la nature du personnage, des années 40, il y a un monseigneur qui est allé, puis il y avait un chèque signé par l'Alcan. Puis là, il dit, toi, tu marques le montant que tu veux. Onésime Tremblay, il a dit non, il n'en est pas question. Si on cherche des gens inspirants, ben c'en est un. Le printemps arrive. Ça, c'est la question de la chaleur, hein, les salles de cuve. Moi, j'ai travaillé dans les salles de cuve, mais dans ce temps-là, c'était sûrement encore pire à cause du travail. L'été, ça monte à 200 degrés, pratiquement. Le travail là-dedans. Puis c'est un travail. Là, c'est bon. La guerre de 39-45, là, ça a été une explosion. Alcan, c'est pas compliqué. Il avançait l'argent, il achetait à l'avance, puis quand on construisait, puis ça fait que ça a été une expansion absolument phénoménale, de 1400 travailleurs à 12 000 à Arvida. Mais là, je parle même pas du barrage de Chipcha, du barrage de Justacoron. Il y avait 18 000 personnes dans ce temps-là. La production multipliée par 5, c'était 50 %. C'était l'industrie de guerre, hein? Le syndicat, à ce moment-là, qui avait été formé en 1936, il n'y avait pas la cotisation à la source, était représenté en 1941 150 travailleurs sur 4400. La grève de 1941. La grève de 1941, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse cette chose-là. Ça a été une grève spontanée. Les gens, naturellement, ça s'est passé à cause de la chaleur au mois de juillet. Je voyais les températures, 81 Fahrenheit, 85. Fait que, ça tombait comme des mouches dans les salles de cuve. Puis les gars, ils étaient frustrés parce qu'il y avait un bonus qui était supposé avoir, ils ne savaient pas pantoute comment ça s'était payé. Puis ils n'étaient pas payés cher, ils étaient payés 49 cents de l'heure. Puis à Messena, en Ontario, ça a l'air qu'ils étaient payés une pièce de l'heure des vents d'aluminium. Fait que ça a été spontané, les gens sont sortis. Puis ils ont commencé une grève. Mais ça n'a pas été long que à ce moment-là, c'était C.D. Howe. C'est un nom peut-être que certains parmi vous autres connaissent. Ça, c'est un institut néolibéral 3+. C'était C.D. Howe qui était ministre, omnipuissant. Lui, là, dans la nuit, il a appelé le premier ministre, puis il a dit, ça prend une loi spéciale. Il dit c'est des Allemands. C'est des Allemands c'est des alliés, des étrangers, des éléments étrangers. Fait que le lendemain, l'armée est arrivée à Arvida pour les obliger à rentrer. Puis la loi spéciale a été votée comme toujours. Ils font la chose, puis après ça, ils votent la loi. Le 29, la loi, puis le retour au travail. Il va falloir faire un petit bond dans le temps pour réussir à pouvoir passer nos autres conférenciers aussi. Comment? Il va falloir faire un petit bond dans le temps pour après ça passer aux questions. C'est ça. Comme si on voyait dans l'enquête, là, on va pour ça. Après-guerre. Grève de 1900. Non, la grève de 1957, il faut en parler. Parce que la grève de 1957, c'est une grève, moi j'appelle ça fondatrice. Parce qu'à ce moment-là, c'était le syndicat était déjà là, était installé, la cotisation à la source était reconnue.
Puis la bataille, ça a été pour l'ancienneté. Vous voyez, là, le gars, il dit, bon, on avait 20 ans de service, puis là, tout à coup, il décidait de nous clairer, puis pour avoir un plus jeune. Ben c'est ça, l'ancienneté, c'est le respect des... c'est une règle égale. Ça, fait que le choix de l'ancienneté ou ben non, l'arbitraire du boss. Fait que ça a été le sujet principal de la grève de 57, puis ils ont gagné. Puis c'est une grève qui a duré 4 mois, ça a été très dur. Il n'y avait pas à ce moment-là des fonds de grève. Hein? Moi, je suis un enfant de la grève de 57. J'avais 5 ans en 57. Oui. Fait que j'avais 5 ans en 57. Bon, on va arrêter.